Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne YouTube de la micronutrition 2.0. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une pathologie à laquelle je m'intéresse de près. Et c'est une pathologie qui, bien qu'elle touche près d'une femme sur 10, bien qu'elle puisse entraîner des troubles allant jusqu'à l'infertilité, ou en tout cas des troubles de la fertilité, une pathologie qui peut être extrêmement invalidante tant les douleurs peuvent être importantes. Donc c'est une pathologie qui, pour moi, aujourd'hui, mérite qu'on s'y intéresse. Et c'est ce pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Je vais donc vous parler du point de vue de la micronutrition. Donc en tant que micronutritionniste, qu'est-ce que je pense de cette pathologie? Qu'est-ce que l'on pense de cette pathologie? Et quelles sont les pistes de prise en charge que l'on propose aujourd'hui en tant que micronutritionniste? Ou tout professionnel de santé qui aujourd'hui pratique la médecine fonctionnelle, la médecine nutritionnelle. Donc il s'agit de l'endométriose. Dans ma patientèle, j'ai aujourd'hui plusieurs patientes qui présentent de l'endométriose à des stades différents, bien évidemment. Et je m'intéresse à cette pathologie, d'autant plus que je réalise un de mes mémoires sur l'endométriose. Donc voilà, j'ai fait mes propres recherches bibliographiques, j'ai assisté également à des congrès de gynéco qui traitaient de l'endométriose et notamment de l'AMP, de l'aide médicale à la procréation. Et donc j'ai fait ma petite synthèse, j'ai créé ma propre prise en charge pour chacun de mes patients, sachant que chaque prise en charge est individuelle, bien évidemment. Mais j'ai ma trame. Alors qu'est-ce que c'est que l'endométriose ? L'endométriose, aujourd'hui, les mécanismes physiopathologiques sont encore mal connus. Et d'ailleurs, on attend beaucoup de la recherche fondamentale, justement pour permettre d'élucider et de mettre clairement en avant quels sont les mécanismes physiopathologiques qui font qu'une femme sur 10 va développer de l'endométriose, alors que finalement, on a tout ce reflux rétrograde de sang. Et ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, l'endométriose, aujourd'hui, les traitements qui sont proposés sont des traitements qui sont clairement insuffisants, d'autant plus lorsque l'endométriose concerne une femme qui est en âge de procréer et qui souhaite avoir un enfant, obtenir une grossesse, vu que ces traitements, comme c'est une maladie qui est hormonodépendante, visent finalement à mettre la patiente en ménopause, en aménorrhée, en ménopause artificielle. Donc vous vous doutez bien que c'est incompatible avec le désir de grossesse. Donc malheureusement, ce sont les seuls traitements qu'on a aujourd'hui, ils sont clairement insuffisants. Puis ce sont uniquement des traitements symptomatiques, finalement on ne va pas aller essayer de comprendre pourquoi est-ce que cette pathologie a lieu et comment agir à la source même de la pathologie. Donc c'est ce qu'on a voulu faire en micronutrition, puisque le but c'est de faire de la médecine causale et non pas de faire simplement de la médecine symptomatique. On ne va pas se contenter de donner des anti-inflammatoires pour calmer la douleur et de stopper les règles. Parce que là, finalement, ça mène à pas grand-chose. Malheureusement, aujourd'hui, ce sont les recommandations officielles et c'est la seule chose qu'on va vous proposer en médecine traditionnelle. Je ne dis pas que c'est pas ce qu'il faut faire, je dis qu'il faut aller un peu plus loin et que la micronutrition et la médecine fonctionnelle proposent une prise en charge qui est complémentaire, qui est parallèle et qu'on peut très bien mener en même temps que la prise en charge classique proposée par les spécialistes aujourd'hui de l'endométriose. Alors c'est une pathologie qui est encore très très mal connue, des thérapeutes, des médecins, des radiologues, voilà, c'est encore mal connu, du coup difficile à diagnostiquer, diagnostic qui est très tardif. Heureusement en France on a quand même des pôles, des centres qui sont vraiment spécialisés dans l'endométriose et donc où on a souvent des associations endométriose et traitement de l'endométriose et AMP. Mais je pense vraiment que la place de la micronutrition, en tout cas l'approche que l'on a aujourd'hui est extrêmement intéressante et qu'il serait dommage, vraiment dommage de s'en priver. Aujourd'hui vous avez des micronutritionnistes qui ont les outils, en tout cas dans l'état actuel de nos connaissances, donc on a les outils pour pouvoir agir sur telle ou telle piste, et vous avez également des micronutritionnistes qui sont également gynécologues, et là j'ai envie de vous dire c'est l'idéal. Alors l'endomètre, c'est tout simplement la muqueuse qui va recouvrir la paroi de la cavité utérine. Et cette muqueuse va évoluer au fur et à mesure de votre cycle menstruel. Le but en fait, c'est qu'elle s'épaississe pour pouvoir accueillir le processus de nidation, c'est-à-dire l'embryon qui va venir se loger dans l'endomètre. Ce qui se passe, vous vous en doutez, on a un cycle tous les mois il n'y a pas de nidation, donc tous les mois ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir une espèce de purge de cette muqueuse, de cet endomètre qui va donc s'éliminer
par voie basse, donc c'est le principe des règles. Donc vous allez avoir vos règles, il va y avoir un écoulement de sang et d'endomètre qui va se réaliser par voie basse au niveau du vagin. Et puis, de nouveau, un nouveau cycle où vous allez reconstruire de l'endomètre pour une éventuelle fécondation. Et puis s'il y a une fécondation, voilà, ça donnera lieu à une grossesse. Mais la plupart du temps, l'endomètre s'épaissit pour la nidation, puis s'il n'y a pas de nidation, il est évacué. Alors lorsqu'il va y avoir cette extériorisation de l'endomètre, avec ce mélange d'endomètre et sang, il peut y avoir un écoulement qu'on appelle rétrograde, c'est-à-dire qu'au lieu que cet écoulement se fasse vers le bas et que donc il y ait une sortie via les règles, il va y avoir une remontée de certaines cellules. Ça n'arrive pas chez tout le monde, mais quand même, c'est quand même très très fréquent. 90% des femmes présentent cet écoulement rétrograde d'endomètre et de mélange endomètre-sang. Et il se trouve que chez une femme sur 10, ça va créer des lésions, ça va créer de l'endométriose. Alors que chez 9, elles ont également ce type d'écoulement rétrograde, mais pas d'endométriose. Donc déjà, il faudrait s'interroger sur pourquoi une femme sur 10 va développer de l'endométriose avec cet écoulement rétrograde et pourquoi les 9 autres ne le développent pas. Alors il y a plein d'hypothèses, il y a plein de pistes et ce sont ces pistes qu'on va aller essayer d'étudier pour trouver des solutions, des vraies solutions, une vraie prise en charge au cœur vraiment de cette pathologie. On va avoir cet afflux là de sang qui va aller coloniser différents organes, différents sites. Et finalement, chez 9 femmes sur 10, le système immunitaire se débrouille très bien et élimine complètement ces cellules. Et ça se passe très bien sans apparition d'endométriose. Alors, il y a bien évidemment cette notion de système immunitaire qu'il faudrait essayer d'aller explorer plus en détail, voir pourquoi est-ce que certains systèmes immunitaires semblent être déficients et semblent ne pas repérer ces cellules qui se développent, ce tissu qui se développe en dehors de l'endroit là où il devrait se développer, puisque l'endomètre, vous avez bien compris, c'est dans la cavité utérine. Donc on ne devrait pas avoir de présence d'endomètre en dehors de la cavité utérine. Et ce qui va se passer, c'est que ces cellules, donc on appelle ectopiques, puisque du coup elles ne sont pas dans leur espace d'origine, dans la cavité utérine, elles vont se comporter comme des cellules de la cavité utérine. C'est-à-dire qu'elles vont être soumises aux variations hormonales et elles vont proliférer, elles vont saigner, elles vont cicatriser et on aura donc ces lésions, on aura des kystes, voilà, il y a plusieurs types de signes. Mais de manière globale, elles vont se comporter exactement comme si elles étaient dans l'endomètre alors qu'elles sont en dehors de la cavité utérine. Donc c'est ce qui pose problème aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça va faire des kystes hémorragiques qui vont entraîner de fortes douleurs. Ça va générer un stress oxydant qui va être extrêmement important et c'est un des axes de prise en charge que l'on propose dans micronutrition, c'est gérer ce stress oxydant qui est vraiment extrêmement important chez les personnes qui sont atteintes d'endométriose. Et puis bien évidemment, quand ces lésions vont aller se localiser au niveau des troncs, on se doute bien qu'il va y avoir un impact extrêmement négatif sur les capacités de fertilité de la femme. Donc souvent ces lésions sont à l'origine de troubles de la fertilité. On peut retrouver des lésions au niveau du rectum qui peuvent être responsables d'occlusion. Enfin on peut vraiment retrouver des lésions un peu partout. On en a même retrouvé dans les poumons, on en a retrouvé dans le cerveau. Donc c'est vraiment des cellules qui vont migrer et aller coloniser, s'installer sur des sites où elles ne devraient pas du tout être. Normalement, vous l'avez bien compris, leur place c'est dans la cavité utérine. Donc ça c'est la définition même de l'endométriose, c'est donc cet écoulement rétrograde d'endomètre et de sang en dehors de la cavité utérine, au lieu de s'extérioriser au moment des règles, et on se retrouve avec un développement de cellules qui vont donc être sujettes donc aux hormones. C'est pour ça qu'on dit que c'est une maladie qui est hormonodépendante et que la seule solution qu'on ait trouvée pour l'instant, c'est de couper les règles pour qu'il n'y ait plus justement cette activation des cellules par les hormones. Et une femme sur 10 présente ce type de pathologie, donc il y a un problème au niveau du système immunitaire, il y a un problème au niveau du stress oxydant. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on peut agir, on a des moyens d'action en micronutrition. Alors les signes. Et comme je vous l'ai dit, l'endométriose aujourd'hui elle est sous-diagnostiquée, elle est diagnostiquée très tardivement. Je crois qu'il y a au moins 7 ans entre l'apparition de l'endométriose et le diagnostic qui est fait par un médecin.
généraliste ou spécialiste, bon il y a des examens spécifiques à faire. Mais le signe clinique vraiment d'appel qui est quasiment toujours présent, c'est la douleur. La douleur parce qu'on a ces cellules donc ectopiques qui vont aller se développer là où elles ne devraient pas se développer et on se retrouve avec différents types de douleurs qui sont donc cycliques, qui reviennent avec les règles, puisqu'encore une fois c'est une maladie hormonodépendante. Alors, vous allez pouvoir retrouver des dysménorrhées, c'est-à-dire avoir des règles douloureuses, et ça c'est un point sur lequel je tiens vraiment à insister parce que dans on va dire dans la pensée collective, le grand public pense que c'est normal d'avoir des règles douloureuses. Alors non, absolument pas, ce n'est pas normal d'avoir des règles douloureuses. Et c'est d'ailleurs souvent pour ça que cette maladie est sous-diagnostiquée, parce que quand vous dites que vous avez mal pendant vos règles, on vous traite un petit peu de chochotte. Donc du coup, vous souffrez pendant plusieurs années, alors que l'endométriose peut être la responsable de ces douleurs pendant les règles. Donc c'est dysménorrhée. On peut avoir des problèmes de dyspareunie. La dyspareunie, ce sont les douleurs pendant les rapports sexuels. Vous pouvez avoir des problèmes de dysurie, donc douleurs quand vous allez uriner, des douleurs lombaires, des douleurs abdominales, des douleurs à la défécation, quand vous allez à la selle. Donc voilà, toutes les douleurs qui sont cycliques et qui reviennent en même temps que les règles, ça doit faire penser, en tout cas ça doit faire penser à votre médecin généraliste d'aller investiguer plus loin et d'aller rechercher s'il n'y aurait pas de l'endométriose. Autre signe, ce sont les saignements. Donc les saignements pendant les règles, où on pourra retrouver des ménorrhagies, c'est-à-dire des règles qui sont très abondantes, même des saignements un petit peu avant les règles. Donc voilà, tout saignement un petit peu anormal peut aussi faire penser à l'endométriose. Mais c'est vrai que je tiens encore à bien insister sur le premier signe qui est la douleur. Alors on retrouve des troubles digestifs, donc les patients qui ont des transits un petit peu irréguliers, soit de la diarrhée, soit de la constipation. Bon, j'ai envie de vous dire qu'on retrouve très fréquemment des troubles digestifs dans de très nombreuses pathologies, donc ça va pas être le premier signe d'appel, mais en tout cas il est souvent présent. On le retrouve chez les patients avec endométriose. Quand on les interroge sur un transit, en général le transit n'est pas du tout régulier. Soit on a le versant constipation, soit on a le versant diarrhée. On retrouve également la fatigue chronique, c'est extrêmement invalidant, je vous disais déjà parce que les douleurs peuvent être très intenses et c'est fatigant, c'est extrêmement fatigant. On se retrouve avec des patientes qui ne peuvent plus travailler alors qu'elles sont vraiment, souvent c'est diagnostiqué on va dire entre 20 et 30 ans, donc c'est vraiment la période où la femme se construit, où elle fait des études, où elle commence à travailler, où elle a besoin d'être extrêmement compétente, elle a besoin d'être opérationnelle, elle a besoin de donner le meilleur d'elle-même, et cette pathologie est vraiment extrêmement invalidante, aussi bien dans les études que dans le milieu professionnel. Donc c'est pour ça que je pense que ça devrait quand même être une pathologie qu'on devrait mieux reconnaître, diagnostiquer plus tôt, et on devrait vraiment s'intéresser à trouver des solutions durables. Et on attend quand même vraiment beaucoup de la recherche fondamentale aujourd'hui sur les mécanismes, afin de délucider tous ces mécanismes physiopathologiques pour pouvoir apporter la prise en charge la plus précise possible. Et le dernier signe, enfin un des derniers signes, parce que cette vidéo ne se veut pas être exhaustive, ce sont les troubles de la fertilité. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte que c'est souvent lors d'un bilan de périconception que l'on diagnostique de l'endométriose chez une femme. Parce qu'aujourd'hui, 20 à 50% des femmes qui ont des troubles de la fertilité ont une endométriose, donc ça a été validé, c'est reconnu. Les femmes qui ont de l'endométriose ont beaucoup plus de risques d'avoir des troubles de la fertilité. Et d'ailleurs, c'est souvent, on est souvent dans une prise en charge parallèle avec d'un côté le traitement de l'endométriose et de l'autre côté de l'AMP, parce que la jeune femme, encore une fois, souhaite avoir des enfants et que les traitements qui sont proposés aujourd'hui en médecine classique ne sont pas compatibles avec la grossesse, bien évidemment, puisque le but est de vous mettre en ménopause artificielle. Alors je précise bien évidemment que toutes les femmes qui ont de l'endométriose ne sont pas infertiles, on parle juste de troubles de la fertilité chez 20 à 50% des femmes, elles ont de l'endométriose. Et l'endométriose aujourd'hui, c'est un fait, c'est la deuxième cause d'infertilité chez la femme. Donc il faut quand même en tenir compte et il faut, je pense, trouver une solution. Parce que là, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Le seul traitement qu'on ait pour l'endométriose, c'est de couper les règles. Et malheureusement, quand on veut avoir un enfant, c'est pas vraiment compatible. Donc c'est là qu'on voit les limites de la médecine aujourd'hui. Mais encore une fois, les choses évoluent
à une vitesse assez importante et je suis sûre qu'on pourra proposer prochainement des prises en charge beaucoup plus intéressantes. En attendant, en micronutrition, on a fait notre petit travail, on a élagué un petit peu toutes les possibilités et on propose aujourd'hui des prises en charge qui ne sont pas miraculeuses, mais en tout cas qui permettent d'améliorer, ça j'en suis persuadée, d'améliorer l'endométriose et d'obtenir en collaboration avec l'AMP, bien évidemment, des grossesses. Alors, pour terminer avec cette partie troubles de la fertilité, en mars 2016, lors d'un congrès, il a clairement été mis en évidence que le risque de fausse couche au premier trimestre s'était nettement augmenté avec l'endométriose. Donc il faut vraiment en tenir compte. Alors le diagnostic de l'endométriose, il peut être fait par votre médecin généraliste, par s'il n'est pas spécialisé dans l'endométriose, il va vous orienter vers un autre confrère ou vers un médecin spécialiste. Le diagnostic, déjà, il commence par un interrogatoire clinique précis. Aller repérer, est-ce qu'il y a tous les signes cliniques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis ensuite, on va aller réaliser des examens spécifiques, notamment l'échographie endovaginale. Alors il faut vraiment qu'elle soit réalisée par un radiologue qui connaît ce que c'est que l'endométriose et qui saura repérer les lésions. Parce que souvent, on passe à côté. L'IRM en seconde intention, la celluloscopie et l'échographie endorectale. En première intention, c'est l'échographie endovaginale. Mais tous ces examens, toute cette batterie d'examens, en fait, permet d'aller regarder est-ce qu'il y a des lésions, où est-ce qu'elles sont, c'est important quand on doit faire de la chirurgie, et comment est-ce qu'elles sont, quelle est leur nature. Alors comme je vous l'ai dit, c'est une pathologie qui est clairement sous-diagnostiquée en France. Aujourd'hui, il y aurait... Donc en gros, c'est-à-dire qu'il y a 2 à 4 millions de femmes qui sont infertiles aujourd'hui en France à cause de l'endométriose. Donc c'est l'équivalent d'un diabète finalement, ou du cancer. Donc c'est une pathologie qui aujourd'hui est mal connue, dont on ne parle pas. Il y a énormément de progrès à faire sur cette pathologie. Et quand on voit tout ce qui est fait sur le diabète et le cholestérol, on se dit que finalement, c'est une pathologie à prendre au sérieux, c'est un problème de santé publique aujourd'hui. C'est vraiment un problème de santé publique qui est quasiment occulté aujourd'hui. Et je trouve ça quand même dommage, voire même presque scandaleux. Donc comme je vous l'ai dit, le délai de diagnostic il est long, entre 7 et 10 ans. C'est énorme, donc il faudrait que les professionnels de santé soient mieux formés, apprennent à diagnostiquer, à faire des interrogatoires qui orientent vers le dépistage de l'endométriose pour qu'on puisse prendre cette maladie à ces stades débutants, qu'on ne soit pas dans des stades vraiment très évolués. Donc en gros, je vous l'ai dit, toute douleur pelvienne qui est rythmée par les règles, ça doit faire penser à l'endométriose. Et si votre médecin généraliste n'y connaît rien, et ben vous allez vous renseigner et vous allez consulter un autre médecin qui sera lui spécialisé dans l'endométriose et qui pourra faire ce diagnostic. Alors les traitements, donc aujourd'hui je vous ai dit les traitements sont clairement insatisfaisants, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en allopathie? En gros on part du principe que l'endométriose c'est une maladie qui est hormonodépendante, dont les symptômes sont aggravés avec les règles, donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on va couper les règles, tout simplement. Donc le but c'est de placer la patiente en aménorrhée artificielle. Donc quand cette patiente a déjà eu des enfants et qu'elle ne souhaite plus en avoir, en soi, ça pose pas tant de problèmes que ça, mais pour une femme qui est en âge de procréer et qui souhaite avoir des enfants, là se pose tout le problème. Alors le problème, vous vous en doutez, c'est que lorsque l'on met une femme en ménopause artificielle, eh ben, va y avoir tout le florilège d'effets indésirables dû à cette ménopause artificielle. Donc c'est aussi quelque chose qui est pas facile à gérer. Vous vous doutez déjà quand vous êtes en âge d'être en ménopause, c'est compliqué. Alors quand vous avez 25-30 ans et que vous êtes en ménopause artificielle, c'est encore plus compliqué à gérer. Donc on va retrouver les bouffées de chaleur, les douleurs osseuses, et puis en plus les traitements, l'efficacité des traitements sont extrêmement variables en fonction, c'est un petit peu compliqué, mais en fonction de la compatibilité avec les récepteurs aux oestrogènes. Donc en plus ces traitements ne donnent pas des résultats si exceptionnels que ça. Donc en gros qu'est-ce qu'on fait? On donne une contraception orale en continu, ou on met un stérilet hormonal, et il n'y a plus de règles. Voilà comment ça fonctionne. Plus de règles, plus de douleurs, plus de saignement. La plupart du temps, quand le traitement est bien toléré et efficace chez le patient. Alors ensuite, on peut aussi utiliser des analogues de la GnRH, et à ce moment-là, on va coupler ces analogues à un protocole qu'on appelle add-back thérapie pour éviter justement qu'il y ait trop d'effets indésirables de la ménopause artificielle. Donc finalement, que ce soit l'un ou l'autre, les deux ont pour objectif de bloquer les règles. Ça peut pas être considéré comme un traitement définitif.
encore une fois, c'est inenvisageable pour des femmes qui souhaitent avoir des enfants. Donc on attend vraiment, mais grandement, de la recherche fondamentale pour justement permettre de proposer des véritables traitements et d'aller au cœur de la pathologie et pas seulement de se contenter de stopper les règles pour diminuer la douleur et les saignements. Même si je sais que bien évidemment ça soulage énormément de ne plus avoir mal, mais on ne peut pas rester là-dessus. Donc on est vraiment dans l'attente des résultats d'autres recherches. Alors il y a aussi la possibilité de la chirurgie, on est vraiment dans des chirurgies aujourd'hui qu'on dit conservatrices, et puis on peut associer donc cette ménopause artificielle à une AMP pour pouvoir quand même envisager une grossesse. Alors c'est pas non plus la panacée, les FIV aujourd'hui, les résultats, après 4 FIV, il y a 40% des femmes qui mènent leur grossesse à terme. Donc c'est pas non plus extraordinaire, donc on ne peut pas mettre tous nos espoirs dans l'AMP, dans la FIV, il faut qu'on trouve d'autres solutions. Alors en micronutrition, nous, quelles sont les pistes qu'on va investiguer? Je vous l'ai dit au tout début de cette vidéo, l'endométriose, c'est une maladie dont on pense qu'elle a une origine au niveau d'un dysfonctionnement du système immunitaire, puisque seulement une femme sur 10 va développer cette pathologie, alors que 9 sur 10 ont cet écoulement rétrograde d'endomètre et de sang. Donc le système immunitaire n'est pas suffisamment efficace, il y a une dysrégulation du système immunitaire. On retrouve notamment pas mal de patientes qui ont de l'endométriose, qui ont des maladies immunitaires, auto-immunes, et on imagine qu'aujourd'hui, en essayant de réguler ce système immunitaire, on peut travailler avec des probiotiques bien spécifiques, qu'on appelle des T-régulateurs, ça nous permettrait de réguler le système immunitaire et de faire en sorte qu'il soit plus efficace, on va dire. Pour ce faire, on sait aussi que par exemple le zinc et la vitamine D vont permettre au système immunitaire d'être plus efficace et d'aller justement reconnaître ces cellules qui vont se développer là où elles ne devraient pas se développer. Donc vraiment tout cet axe de l'immunité est extrêmement intéressant à prendre en charge. Aujourd'hui, il y a des bilans de biologie spécifiques, on peut faire des typages lymphocytaires, on peut travailler sur l'immunité, on sait quels sont les micronutriments qui agissent sur l'immunité. Donc voilà, on peut très bien faire un bilan de biologie spécifique, on peut aussi travailler sur l'immunité sans faire ce bilan, avec des probiotiques, avec des souches bien adaptées. Alors l'endométriose, c'est également une maladie inflammatoire, forcément, qui dit système immunitaire dit inflammation, et là aujourd'hui on le sait, c'est important de prendre en charge cette inflammation. En médecine allopathique, on va donner des anti-inflammatoires. Je pense qu'il est primordial d'aller regarder le rapport de la balance oméga 3, oméga 6. On sait que les oméga 3 sont de puissants anti-inflammatoires. Il ne faut pas s'en priver. Donc aller faire un statut en acide gras des patientes qui ont de l'endométriose, ça peut être extrêmement intéressant. Vérifier quels sont les taux de PA, les taux de DHA et complémenter avec des huiles de poisson. Alors d'ores et déjà, vous pouvez mettre dans votre assiette de l'huile de colza, vous pouvez utiliser de l'huile de cameline, de l'huile de noix, diminuer un petit peu les apports en huile de tournesol. Mais ça serait quand même intéressant d'aller vérifier de manière très précise où est-ce que vous en êtes sur votre statut en acide gras pour pouvoir adapter la complémentation, parce que ça ne sera pas suffisant. Donc il va falloir utiliser des petites capsules d'huile de poisson en fonction, encore une fois, de votre biologie. Donc c'est vraiment l'inflammation et le système immunitaire, c'est un axe, un double axe on va dire, extrêmement important à prendre en charge. Il faut s'interroger sur le système immunitaire et sur le contrôle de l'inflammation. Et bien évidemment, si on parle de système immunitaire et d'inflammation, on parle forcément de la muqueuse intestinale, de l'intestin second cerveau, l'importance d'avoir une muqueuse intestinale qui ne soit ni trop ni pas assez perméable. Donc il faut aller vérifier est-ce qu'il n'y a pas un problème d'hyperperméabilité intestinale, le leaky gut. Et ça pareil, on peut dans une consultation de micronutrition, c'est évalué. Et en fonction de la présence ou non d'hyperperméabilité intestinale, on mettra en place les consignes alimentaires, donc des modèles d'épargne digestive, on mettra en place une complémentation avec des cicatrisants de la muqueuse intestinale. Et je pense vraiment qu'en travaillant sur cet axe-là, système immunitaire, inflammation et éventuellement dysbiose, donc dysbiose et perméabilité intestinale, on peut déjà avoir de bons résultats, et en tout cas on s'attaque vraiment au mécanisme physiopathologique de la maladie et pas seulement traiter les symptômes. Alors, autre axe auquel on s'intéresse beaucoup, c'est l'axe du stress oxydant. Je vous ai dit que
le développement de ces cellules générait énormément de stress oxydant. Et aujourd'hui, on sait, il y a des études qui sont sorties qui ont prouvé que des fortes doses, par exemple d'épigallocatechin, donc c'est des antioxydants qu'on retrouve dans le thé vert, avaient une action sur ces cellules. Et donc moi, je pense, en tout cas en tant que micronutritionniste, je pense que ça peut être extrêmement intéressant de faire réaliser aux patients qui ont de l'endométriose des bilans du stress oxydant, aller vérifier comment est-ce qu'elles sont, à quel stade elles sont de leur oxydation, comment fonctionnent leurs enzymes qui gèrent le stress oxydant, les cofacteurs de ces enzymes, pour pouvoir justement leur proposer de renforcer, si besoin, leur capacité antioxydante. Puisqu'aujourd'hui, on sait que toutes ces lésions créent énormément de stress oxydant et que c'est un cercle vicieux. Plus vous avez de l'oxydation, plus vous avez du stress oxydant, ça fait le lit de nombreuses pathologies. Donc, prendre en charge ce stress oxydant, pour moi, c'est extrêmement capital. Donc, on va utiliser des antioxydants, des polyphénols, du thé vert, du resveratrol. Voilà, on a une panoplie d'antioxydants. En fonction du bilan biologique, on va aller regarder est-ce qu'il y a besoin peut-être de sélénium, de cuivre, de zinc, de glutathion. Ça se regarde. Le bilan, effectivement, n'est pas remboursé, mais ça peut être, dans ce type de pathologie, extrêmement intéressant à faire. Ça permet de proposer une prise en charge vraiment très individuelle, puisque toutes les endométrioses sont toutes différentes. Une patiente va pouvoir présenter par exemple un déficit en sélénium, une autre va pouvoir peut-être présenter un déficit en zinc, par exemple. Donc bien évidemment, il y a des règles de base, enrichir votre alimentation en molécules antioxydants, donc manger le plus possible coloré, manger des fruits, manger des légumes, buvez du thé vert, buvez un petit peu de vin rouge, mais il y a d'autres choses à faire. Quand on a vraiment cette pathologie, on ne peut pas se contenter de modifier son alimentation. C'est un des axes, mais après la complémentation va être importante. Alors, il se pourrait que l'endométriose soit une maladie avec une composante génétique. Donc ça serait intéressant là, alors pas de se lancer dans des tests génétiques, mais de potentialiser tout ce qui est traduction du génome. Donc vous m'avez déjà entendu parler de ce terme quand je vous ai fait la vidéo sur les potentialiser sa fertilité. Je vous ai parlé d'épigénèse, d'épigénétique. Là, on est exactement dans le même cadre, c'est-à-dire favoriser l'épigénétique, la bonne traduction du code génétique. Et pour ça, on a toutes les vitamines du groupe B qui sont intéressantes, la vitamine B9 et B12 notamment. La B6 a une importance, mais quand même moins capitale. Donc faire des dosages de B9, érythrocytaire, de B12 active, regarder l'homocystéine, où est-ce qu'on en est. Donc il y a des choses à faire quand même sur la génétique, on n'est pas impuissant, on peut travailler avec l'épigénétique aujourd'hui, on peut travailler sur cette génétique. Alors un point capital, j'aurais peut-être même pu commencer par cet axe, c'est la détoxication hépatique. Pourquoi? Parce que l'endométriose est une maladie hormonodépendante, que les oestrogènes sont détoxiqués par le foie, et donc c'est évident que si on potentialise la détoxication des oestrogènes, on aura beaucoup moins d'effets de ces derniers, on va pouvoir favoriser leur élimination. Donc c'est extrêmement important de travailler sur toutes les phases de la détox hépatique, aussi bien la phase 1 que la phase 2 que la phase 3 d'élimination. Donc pour moi ça c'est capital, que ce soit dans l'endométriose ou en tout cas même dans le syndrome menstruel, chez une patiente qui prend une contraception orale, c'est important de travailler sur la détox hépatique. Donc là, il n'y a pas 36 000 choses à faire, on travaille avec des complexes qui vont à la fois agir sur toutes les phases de la détox, et on trouve aujourd'hui de très bons compléments alimentaires qui associent toutes les vitamines, tous les minéraux, toutes les plantes dont on a besoin pour faire une détox hépatique globale. Mais en gros, déjà si on utilise des plantes comme de l'artichaut, du chardon-marie, du radis noir, on a quand même des effets qui sont intéressants. Après on peut trouver toujours mieux, c'est une évidence, mais là encore une fois c'est bien de faire des bilans biologiques pour savoir exactement ce qui manque aux patients pour pouvoir le complémenter sur mesure. Dans cette détoxication hépatique, il faut toujours se souvenir de la méthylation dans les phases de conjugaison, donc on va retrouver finalement les mêmes micronutriments que dans l'épigénèse. Donc on va faire d'une pierre deux coups, on va travailler sur la phase de conjugaison de la détox hépatique et on va travailler sur l'épigénétique avec les vitamines B9, B12. Donc ça c'est intéressant. Alors je terminerai avec une chose sur laquelle malheureusement on n'a pas tant mainmise que ça, ce sont les facteurs environnementaux. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est exposé à des dizaines de milliers de perturbateurs endocriniens. Il y en a partout, dans tout ce qu'on fait au quotidien, dans ce qu'on mange, dans ce qu'on utilise pour faire notre toilette, pour se maquiller, pour
nettoyer notre maison, dans tous les plastiques qu'on va retrouver à l'intérieur de notre voiture, dans les meubles, dans tout ce qu'on va acheter. Il y a des perturbateurs endocriniens partout. Et bien évidemment, les perturbateurs endocriniens, comme l'endométriose est une maladie hormonodépendante, ils vont avoir un effet extrêmement négatif. Donc, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux patientes qui sont atteintes d'endométriose? C'est de manger bio, c'est d'utiliser des produits de toilette bio, du maquillage bio, en tout cas tout ce qui reste sur la peau le plus possible bio, avec des labels type Ecocert par exemple, d'éviter tout ce qui est produits plastiques, détergents, faire attention aux métaux lourds, donc à la consommation de poissons gras. Enfin, il faut faire un peu attention à tout, hein. J'aurais même envie de dire les ondes qui sont pas bonnes non plus. Donc aujourd'hui, malheureusement, on vit dans un monde où on a vraiment des facteurs environnementaux qui sont très défavorables. Je dirais que c'est peut-être la chose sur laquelle on a le moins d'action possible. Donc repérer tout ce qui est bisphénol A, PCB, dioxine, phtalate, même silicone. Vraiment essayer d'avoir l'alimentation la plus bio possible et les produits d'hygiène et de soins les plus bio, les plus simplifiés possible, avec pas des listes comme ça en termes de composition de crème par exemple. Voilà, j'ai fait le tour, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. J'ai essayé de vous faire une petite synthèse. D'un côté, la partie, l'approche traditionnelle de la médecine classique, c'est-à-dire l'endométriose c'est quoi, les signes cliniques, comment on la diagnostique, le peu de ce qu'on sait des mécanismes physiopathologiques, les traitements qui sont proposés aujourd'hui en allopathie, ce parallèle avec les troubles de la fertilité, et d'un autre côté, nous ce qu'on met en place en tant que micronutritionniste, c'est-à-dire cette approche pluriaxiale, on essaie d'avoir la prise en charge la plus globale possible en tenant compte de ce qu'on sait à l'heure actuelle des mécanismes physiopathologiques. Ça changera peut-être demain. En tout cas, à l'heure actuelle de nos connaissances, on sait qu'il faut qu'on travaille sur l'inflammation, on sait qu'il faut qu'on travaille sur le système immunitaire, on sait qu'il faut qu'on travaille sur le stress oxydant, on sait qu'il faut travailler sur la détoxication hépatique des œstrogènes, on sait qu'on doit également travailler sur la composante épigénétique, génétique, et essayer de faire en sorte de donner les meilleurs conseils pour qu'on ait le moins de facteurs environnementaux défavorables. Voilà, encore une fois, cette vidéo n'a pas pour but de proposer une prise en charge personnalisée à vous qui regardez cette vidéo, c'est juste une vidéo qui est informative pour pouvoir mettre un petit peu en avant cette pathologie qui est vraiment, je trouve, complètement passée, banalisée et occultée, et vous encourager, si vous avez été diagnostiqué comme ayant une endométriose, de consulter un micronutritionniste qui pourra vous proposer la prise en charge que je vous ai présentée dans les grandes lignes, cette prise en charge qui sera adaptée à votre cas personnel. Ce micronutritionniste pourra vous proposer des bilans biologiques adaptés en fonction de l'interrogatoire clinique qu'il va mener, pourra vous proposer une prescription de compléments alimentaires qui vous sera adaptée. Donc voilà, c'était une vidéo purement informative, il ne s'agit pas de faire de consultation, ce n'est absolument pas le lieu. Donc comme toutes les vidéos que vous trouverez sur cette chaîne YouTube ou sur le blog, elles n'ont pour aucun cas l'objectif de remplacer une consultation. Seuls des médecins et des pharmaciens qui vont être formés à la micronutrition pourront vous proposer une prise en charge adaptée à votre situation. Je vous informe juste de ce qu'est l'endométriose et de la manière dont on envisage de la prendre en charge en médecine fonctionnelle et en micronutrition. N'hésitez pas à contacter l'IEDM pour connaître le nom de micronutritionnistes qui seraient dans votre région et de leur poser la question s'ils travaillent sur l'endométriose, parce que certains peut-être ne le font pas, n'ont pas eu cette démarche. Mais voilà, sachez qu'on propose une prise en charge qui, encore une fois, n'a pas pour but de remplacer ce qui se fait en médecine allopathique, certainement pas, ce n'est jamais le cas, mais plutôt de proposer une prise en charge qui va être complémentaire, qui va être parallèle et qui va permettre au contraire de potentialiser par exemple des techniques d'AMP. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue et trop ennuyante. Si vous êtes sur cette chaîne, de toute façon, c'est que vous devez apprécier ce type de vidéo. Je vous dis à très bientôt. À votre santé!